La chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va recevoir trois interlocuteurs, dont un a disparu à l'image. Dao, Ah Johnny, bon? Eric, tiens, il est reparti. Non, mais c'est chez moi, t'inquiète. Donc, vous connaissez déjà Dao et Eric, et Johnny, donc, est un pote aussi depuis longtemps, ancien professionnel du combat MMA, puis surtout un super, super coach avec qui il co-anime avec Eric régulièrement, donc ce Running Knowledge dont on a déjà parlé, le podcast d'Eric et donc de Joe. Et il partage plein, plein, plein de choses. Il est vraiment, vous allez voir, il a vraiment une acuité, une vision des choses qui est très intéressante. Et n'hésitez pas à aller écouter ce qu'il partage. C'est un vrai passionné, c'est quelqu'un qui est dans le concret, tout ce qu'il propose, il le met en pratique. Donc c'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un qui n'est pas trop allumé du bulbe simplement sur des concepts, mais sur quelque chose de pratique. Donc aujourd'hui, on va parler de valeurs. De valeurs, on était en train de parler un petit peu avant. Dao est passionné par le son. Dao est passionné par plein de choses, mais le son est quelque chose qui lui plaît particulièrement. Et il était en train de regarder les produits haut de gamme du son. Et de là, on est parti sur les notions de prix, bien sûr, et de la valeur. Donc, la valeur, quelle est la valeur et comment on peut percevoir la valeur des choses, tout à chacun, et qu'est-ce qu'on est prêt à investir dans un élément, quel investissement, qu'il soit financier, physique, émotionnel, intellectuel, euh, temporel, on est prêt à mettre dans quelque chose que l'on estime, que nous valorisons, et qui peut ne pas être une valeur de marché. Donc, Dao, qu'est-ce que tu voudrais déjà introduire sur la notion de valeur, peut-être avec le son ou avec d'autres choses? Est-ce que pour toi, la valeur la valeur est intrinsèque à l'argent que tu vas dépenser, à la qualité du son, aux qualité du produit, à l'histoire du produit, à l'émotion que te fait vivre l'expérience. D'où ça peut venir tout ça? Bah, déjà, pour résumer un peu ce qu'on a dit, pour les gens qui ne connaîtraient pas le sujet du son qui me concerne, c'est que depuis quelques années, je suis passionné par le monde audiophile. C'est-à-dire que ce sont des systèmes hi-fi qui c'est pas les systèmes hi-fi qu'on connaît classiquement dans la grande distribution. C'est un monde de la hi-fi qui est plutôt produit par des artisans, par des petites entreprises mondiales. Et c'est un marché énorme. Il y a énormément de marques et les prix enfin, sont incroyables. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à des systèmes à plusieurs millions, un million d'euros. Et bon, moi, je suis rentré dans ce business-là, pas business, dans ce monde-là euh, par la petite porte, hein, parce que j'étais intéressé par la musique. Et j'ai upgradé au fur et à mesure mon système. Et dernièrement, en fait, pour revenir à la discussion initiale, alors, dans un système de musique, vous avez donc les enceintes, vous avez l'amplificateur de son, vous avez la source, le convertisseur analogique numérique, les câbles et l'alimentation. Et moi, j'ai un des critères qui m'incombe dans le monde audiophile, c'est le minimalisme. C'est-à-dire que parce qu'il y a tellement de produits qu'à un moment donné, il faut trouver un choix, faut choisir un critère. Donc, le premier critère qui est important pour moi, c'est le budget, évidemment. Et le deuxième critère, c'est le minimalisme. C'est-à-dire que je cherche à avoir un système qui soit le plus petit possible. Donc, je vais chercher des marques qui arrivent à réduire les différents rôles d'un système hi-fi en un seul module. Et alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avant, j'avais trois modules et j'ai rajouté de l'argent, donc ça se compte en milliers d'euros, pour n'avoir qu'un seul module. C'est-à-dire que j'ai mis de l'argent pour avoir moins de choses matérielles. Ouais, alors Donc, ça, c'est intéressant. voilà. D'un point de vue, tu valorises, tu es prêt à dépenser plus d'argent pour avoir moins, parce que là, toi, ça répond à quelque chose que tu es prêt à valoriser. C'est pas parce que je veux avoir plus que ça aura plus de valeur que quelque chose de qualité, que tu estimes de qualité, qui réduira, et peut-être, je me souviens, tu avais enlevé un élément, c'est ça, hein, tu avais Mhm. enlevé un élément, c'est quand tu avais acheté ça, et tu m'avais dit, ça va compenser, et j'ai plus besoin d'en avoir deux, c'est plus petit, et je le reprends. Donc, toi, à ce moment-là, tu valorises parce que tu as un critère de départ. Pour toi, la valorisation va sur un critère subjectif, à un moment donné de quelque chose, tu estimes que c'est important et c'est sur ça que tu te focalises. Ouais, et oui, et alors en plus, la particularité, c'est que donc j'ai pris les deux boîtiers, je les ai rendus à mon fournisseur et j'ai récupéré un autre boîtier qui est exactement le même que l'ancien boîtier, mais c'est l'intérieur en fait où il y a plus de processeurs, il y a plus de puissance, il y a plein de détails, il y a un software qui est différent.
C'est-à-dire qu'en fait, visuellement, tu vois pas de différence. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est pas la partie technique, c'est la partie conceptuelle. C'est-à-dire que j'ai rajouté 2000 euros, je crois, 2000 euros pour avoir la même chose en moins. Et Oui, c'est dans c'est ça. cette démarche-là que c'était intéressant, que j'avais souligné cet événement-là. Donc ça c'est intéressant. La valeur, paradoxalement, n'a pas du tout à voir avec quoi. On est vraiment en notion où tu es prêt à payer pour avoir moins ou avoir la même chose, mais parce que la valorisation que tu y mets, donc émotionnellement, intellectuellement, va compenser l'investissement éventuellement financier qu'il y aura à ce moment-là. En fait, ma valeur, maintenant que je me rends compte en discutant, ma valeur, c'est la démarche. C'est cette démarche qui a de la valeur pour moi. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Johnny, de ça? Comment toi tu perçois la valeur? Quelle valeur ou vers quoi qu'est-ce que tu peux valoriser? Quels sont toi tes critères de valeur? Et est-ce que ça doit tenir en compte de l'argent dépensé ou du temps dépensé, de l'énergie dépensée, de l'expérience vécue, comme la DAO peut le proposer? Alors, en y pensant bien, plus je vais connaître un produit ou même un service, plus je vais être expert je vais avoir de connaissances dans la fabrication ou la qualité du domaine ou du service, plus la valeur va être justement le temps passé, l'expertise pour mettre en place ce produit ou concevoir ce produit ou pour ce service. Et moins je vais le connaître, plus ça sera de l'utilité, de l'utilitaire, tu vois, de l'efficacité à un moment défini. Voilà, ça serait plus ça, moi, Donc, ta ma gestion notion, pour toi, ce de mes serait. achats et de la valeur apportée aux produits, etc. Donc, toi, ta notion, ça serait, tu donnes de la valeur au prix que tu achètes en fonction de la fonctionnalité du produit, mais plus tu auras de connaissances sur le monde ou l'élément en question, plus tu vas prendre conscience d'éléments qu'on s'en contrefout. Nous, quand moi, savoir qu'un câble, il est super mieux qu'un autre, tu vois, quand Dao, il dit que dans l'audiophilie, les câbles, c'est important, je l'entends, mais pour moi, Voilà, un câble, c'est un câble, ça coûte 2,50 €, tu vas pas m'emmerder avec un câble à 100 balles, tu vois, je comprends pas. Mais par contre, si tu c'est me dis oui, mais ça. il y a tout ça. C'est ça, c'est ça. En fait, par exemple, je donnais, en ce moment, je regarde beaucoup, moi, c'est un caprice, mais c'est à cause d'Eric. Et en fait, je regarde beaucoup les couteaux, tu sais. Ouais. Et maintenant, je regarde comment ils sont faits, comment ils sont fabriqués et tout ça, parce que je voudrais m'en acheter un. Et donc, j'ai commencé à regarder tous les couteaux, la meilleure fabrication des couteaux de guerre, etc. Et tout, même si j'en ai pas du tout l'utilité. Mais c'est pour donner un exemple, tu Bien vois, sûr. d'un sujet. Et je regarde toute la fabrication, comme je t'ai dit, l'utilité, d'où il vient, tu sais, la vie et tout ça. Et là, ouais, je vais donner plus de valeur à un truc, à un produit que normalement, je ne regarderais même pas, je ne ferais même pas attention, tu vois. Et Bien sûr. donc là, c'est un bon exemple. Et sinon, en général, je ne regarde pas trop, tu vois. Je me dis, OK, j'ai besoin de ça, je regarde 3-4 produits, je fais, bon, bah, celui-là, c'est à peu près, c'est le meilleur, la meilleure valeur qualité-prix. En même temps, je vais être livré rapidement, je prends celui-là, tu vois. Mais plus je connais, plus je vais donner de l'importance à la méthode de production du produit. Voilà. D'accord. Alors c'est intéressant. Là, on soulève un point que je trouve hyper pertinent. La valeur peut être, on est apte à capter la valeur de certaines choses par l'éducation qu'on va avoir sur le sujet en question. Voilà. Donc, le rapport éducatif à un environnement, quel qu'il soit, que ce soit de l'art, que ce soit de la mécanique, que ce soit va, on va prendre conscience de la valeur et on va être prêt à investir dans de la valeur parce que dès lors, on est éduqué, apte à comprendre des cheminements XY. Qu'est-ce que tu en penses, toi, C'est Eric, ça. de ça ou qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur ce que tu as déjà entendu là? Déjà, Voilà. Il en tombe en voilà. ordre. Alors, excusez-moi. Donc, vis-à-vis de ça, je pense que les deux démarches ont été bien expliquées, sont compréhensibles par tous et qu'elles se complètent, évidemment. Quelque chose, donc on parle de valeur. Je pense que le reflet, ce que j'appellerais le reflet de valeur, est aussi quelque chose qui a tendance à jouer dans les cas où on est prêt à mettre un certain argent ou en tout cas, quand on est prêt à investir, je dirais, dans quelque chose, à s'engager dans un investissement important qui peut être de temps, d'argent, de recherche, etc. Donc,
au final, ce que j'appelle le reflet de valeur, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent ou du temps dans quelque chose, elles ont souvent tendance à vouloir que la chose en elle-même reflète la perception qu'elles ont ou qu'elles veulent avoir d'eux-mêmes. Par exemple, on parlait de DAO, qui va vouloir prêt à en fait payer plus, mais c'est aussi un investissement de recherche, de déplacement. On sait que DAO ne se déplace pas pour rien, il ne renvoie pas son boîtier pour rien, pour avoir quelque chose qui reflète sa valeur d'optimisation, à la fois au niveau de l'énergie qu'il va y avoir dans le boîtier, mais aussi au niveau de l'espace, etc. Johnny parle du couteau. Johnny, je le connais très bien, on passe énormément de temps ensemble. Le couteau, en quelque sorte, je soupçonne que le couteau qu'il va choisir va être un reflet de plein de choses que lui recherche. Donc, il va y avoir une certaine durabilité, mais aussi un certain, comme on a dit, une certaine polyvalence, une certaine efficacité, des choses qu'il va voir qui vont le refléter. Moi, si je devais collectionner quelque chose, si j'avais les moyens, je me rends compte que les choses que je collectionnerais, ou qu'en tout cas, les choses pour lesquelles je serais prêt à payer plus que le prix simplement des matériaux qu'elles coûtent, en réalité, ou de leur utilité fondamentale. Donc, je sais qu'il y a des grandes chances que j'ai une tendance bibliophile, par exemple, que j'achète des livres anciens, des premières éditions, des livres enluminés, des choses comme ça, dont le contenu pourrait être eu dans un simple truc imprimé, d'accord, sans problème, en poche. Mais alors je pense que ça va surprendre tout le monde, une des valeurs auxquelles je donnerais énormément de valeur, ce serait l'authenticité de ce que j'achète et le travail et le travail et la finesse et et des choses qui donnent de la valeur à l'œil du connaisseur. C'est-à-dire, je comprends tout à fait qu'on puisse acheter des bols à thé à 10 000 euros. Parce que et que plus on regarde le bol à thé, plus on a lu sur la cérémonie, plus on va voir qu'il y a quelque chose de spécial dans ce bol à thé là. C'est une forme de chose que je comprends très bien. Donc je pense que le reflet de valeur qu'on apprécie chez soi, chez les autres, dans le monde, qui font partie de nos quêtes personnelles, est souvent une bonne mesure de ce pourquoi on est prêt à s'investir. Et c'est une bonne idée. Donc, en gros, pour en faire un truc utile, et après, je vous laisse parler parce que j'ai pris la parole assez longtemps. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un et que vous voulez que cette personne donne de la valeur au cadeau au-delà juste de l'intention, essayez de faire un cadeau qui reflète les valeurs auxquelles la personne donne de l'importance. Et vous pourrez sans doute faire un cadeau pas mal. Voilà. Alors moi, j'entends complètement ton truc. Moi, en petit con, si tu veux donner de la valeur aux choses, tu en crées de la rareté et tu fais croire que c'est encore plus rare que. Et plus il y a de rareté, plus les gens peuvent créer de la valeur au travers de quelque chose. Bien sûr. En expectative de quelque chose. Mais tu vois, en mode, toi, il y a un côté très beau et très sincère dans la notion de la création de valeur dans le cadeau, alors que moi, dans le cadeau, ça semble rare, la personne se dit que c'est rare ou complexe à avoir, même si ça ne l'est pas pour toi à un moment donné, le fait que ce soit rare ou que ce soit rare que tu fasses un cadeau, ce qui va être encore même plus quelque chose d'important que le cadeau en lui-même, tu vas créer une expérience de valorisation d'un truc tout con. Tu sais, c'est parfois les gris-gris ou les joujoux ou les trucs que les gens gardent. Ils disent, ouais, mais c'est le seul truc que j'ai eu de mon grand-père, de mon père, de ma mère, de telle ou telle personne. Et là, c'est même pas le cadeau choisi qui intrinsèquement peut avoir de la valeur. Hein. Ça peut être justement, comme tu montrais la dernière fois, un sabre ou un truc comme ça. Mais ça peut être aussi parce que l'histoire autour du produit a de la valeur. Donc, tu vois, là, on peut avoir un côté, la valorisation éducative à un moment donné de l'objet, parce qu'il y a un niveau de maîtrise, parce qu'il y a tous ces éléments qu'on a pu mettre en avant, mais il y a aussi, paradoxalement, l'expérience qui entoure l'objet, qui peut être aussi valorisable et qui peut même donner plus de valeur. Et là, on revient à l'expérience vécue pour obtenir. Par exemple, on dit souvent que ce que tu t'achètes, ce que tu obtiens
euh, tu vas lui donner la valeur en fonction de l'effort que tu as pu investir pour l'obtenir. Donc derrière, c'est l'expérience parfois plus que l'objet lui-même qui va avoir de l'importance. Tu t'achètes ta première voiture, qui est une voiture toute pourrie, mais tu as travaillé tous tes étés dedans, tu as mis ta life pour ça, t'allais pas en soirée, t'allais pas en truc, mais tu as eu ta première voiture. C'était une première voiture qui s'est pétée en 10 000 bornes, mais c'est la voiture peut-être la plus importante que tu auras eue en termes de valeur. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu en penses, Dao, de cette notion aussi bien intrinsèque à l'objet, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une valorisation économique, sociale, comme disait Dao aussi, ce qu'on veut que ça transporte ou que ça insuffle à un moment donné, on le voit avec les marques d'ailleurs, et cette notion de valorisation externe, c'est-à-dire que là, on n'aura pas qu'une valorisation intrinsèque de l'objet, mais de l'expérience vécue, toi qui es beaucoup au bout du compte sur la valorisation de l'expérience ou du retour d'expérience que ça te permettra quand tu auras un objet ou un élément sur lequel tu auras investi de la valeur. Bah, bon, comme vous le savez, je m'intéresse au minimalisme et donc de facto au survivalisme. Et pendant très longtemps, je me suis posé la question de s'il y avait un effondrement, qu'est-ce qui serait le plus important pour moi? Donc, qu'est-ce qui aurait le plus de valeur pour moi dans mes possessions, on va dire, matérielles? Et en fait, en faisant le scan complet de ce que j'avais, je me suis rendu compte que il n'y a qu'une chose que je garderai, c'est un disque dur avec toutes les photos. Ce ne serait pas des objets. Moi, je suis pas foncièrement attaché aux objets. C'est-à-dire que si demain, je sais pas moi, mais on me vole mes enceintes ou que je casse une enceinte, franchement, ça me fera rien parce que ça m'est déjà arrivé de perdre ou de casser des choses. Mais là où j'accorderai le plus de valeur, au final, ce sont mes photos, un disque dur. Donc c'est pour ça qu'elles sont dupliquées, je sais pas combien de fois dans le cloud, qu'il y en a partout, etc. Mais voilà. Et en fait, ce que je veux dire par là, sur la valeur, c'est que euh, on peut avoir un cheminement, se dire, ouais, ce qui a la valeur pour moi, c'est, je sais pas moi, mes enceintes, ma voiture, mes livres, etc. Mais lorsqu'on fait ce travail introspectif, ben, finalement, on peut se rendre compte que ça n'a pas tant de valeur que ça, les choses sur lesquelles on va dépenser vachement d'énergie. Et je trouve qu'il y a un vrai travail à faire sur ce que... alors, il faut faire attention au mot valeur parce que on sait que là, dans le cadre de l'hypnose, valeur et croyance, enfin, la notion de valeur dans la valeur croyance, c'est pas la même chose que la valeur dont on parle maintenant. Et ce serait intéressant de comprendre, voilà, de se mettre dans des scénarios où si tout d'un coup, bah, il n'y avait plus rien, qu'est-ce qui a vraiment beaucoup de valeur? Donc, je dirais pas que c'est comme tu dirais, c'est pas la valeur de l'objet, c'est comme tu dis, c'est la valeur de l'expérience. C'est ça qui est intéressant, c'est la valeur de l'expérience. Et si on en revient à mon histoire de photo, je vois bien que quand je les regarde, je ressens des choses. Et c'est une expérience pour moi que de les re-regarder. Enfin, voilà, tu sais, Paris, Paris-Toulouse, Ah bon? Paris-Toulouse. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi, c'est de se dire, ce qui est important, c'est l'expérience. Et je vais juste clôturer là-dessus. Pourquoi j'ai choisi ces enceintes, cette marque d'enceinte-là, alors que franchement, il y a 10 000 marques d'enceintes, cette marque-là d'ampli, parce que j'étais allé voir tous les spécialistes qui revendaient chacun leur marque, et ce que j'ai signé avec celui qui, donc le vendeur, pas forcément avec les marques, mais le vendeur qui m'a fait vivre l'expérience audiophile, qui m'a le plus touché. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis allé voir 5-6 mecs qui ont pignon sur rue sur la place parisienne en audiophilie. Et celui que j'ai pris, c'est celui qui m'a raconté une histoire sur le fait qu'il a décidé de faire ce métier-là. Et quand il m'a raconté son histoire, ça m'a touché. Et je me suis dit, j'étais dans un état émotionnel où je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, je vais signer avec lui. Vas-y, qu'est-ce que tu me proposes? Ok, je prends ça. Voilà. Bon, on reviendra sur ça. Je crois que mardi ou mercredi, je suis avec Julien et on va parler justement de tout ça parce qu'en fait, ça, c'est de la vente, hein. Voilà, la valeur que tu lui donnes, c'est l'émotion que tu vas créer, pas sur le produit, parce que parfois, j'ai même pas le produit que tu veux, mais l'émotion que je t'aurais fait vivre avec ce que j'ai et surtout l'histoire dans laquelle tu peux te projeter va devenir bien plus important que le produit qui parfois ne répond pas tout à fait, mais qui aura déjà vécu une histoire qui ouvrira donc la porte à une suite d'une histoire que toi-même tu vas écrire avec l'objet. Même si techniquement il peut ne pas répondre complètement. Enfin bon, Mais, ça, oui. mais justement, ça, c'est aussi le service. C'est-à-dire que Johnny qui fait du coaching, il sait que des gens vont choisir de travailler avec lui, mais ils n'ont pas la connaissance suffisante pour évaluer
complètement comment dire, la qualité de la technique par rapport à eux. Enfin, c'est hyper projectif et ils font complètement confiance au coach parce que c'est quelqu'un qui amène une vision de la préparation physique, du conditionnement, qui procure enfin, comment dire, je sais pas comment dire, mais qui donne le plus d'émotion au client. Enfin, je sais pas si c'est les bons Ça, c'est termes. intéressant parce qu'effectivement, là, on va laisser la parole à Johnny, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est amusant d'entendre des gens qui disent ah, mon coach, alors il te parle de Johnny, et il dit ouais, il m'a expliqué ça. Et puis tu dis, mais tu sais un peu qui c'est Johnny? Il dit ouais, ouais, il a fait des combats et tout. Et tu dis non, mais on va t'expliquer. Et là, on rééduque. Tu vois, on dit non, ce mec-là, il a fait ça, 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 ça. Et d'un coup, tu vois le mec qui dit ah ouais, putain, mais il est chaud en fait. Et tu sais, petit à petit, tu vois les mecs qui disent ah, putain, mais ah ouais, il a une expertise mais qui n'est pas forcément su initialement. Et souvent, quand tu vas dans un club de sport, on t'a dit ton prof a été champion de machin, tu fais OK, moi je signe parce que je veux faire du sport. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui va faire souvent rester, c'est pas que tes 10 ceintures ou 10 titres majeurs, ça va être l'expérience vécue au travers du coaching, de l'accompagnement à ce moment-là, et donc la valeur qui va être portée par l'expérience et pas forcément par le titre qui pourrait, marketingment parlant, être le premier truc. Oui, Johnny, champion de telle organisation, tant de combats, tant de machin, et tu dis, ah, je vais le voir lui parce que c'est un champion. Mais en fait, c'est l'expérience qui va être vécue, qui va donner de la valeur à ce que Johnny va transmettre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Johnny, de ça, vu qu'en plus, c'est ton monde? Déjà, c'est très flatteur. Et puis, ce que vous avez dit, ça fait plaisir. Mais j'essaie de m'éloigner de ça et de cette image éphémère pour vraiment aller vers une valeur qui peut, vers une valeur de service, si je peux dire ça comme ça. En fait, je veux que la valeur perçue soit à la hauteur de la valeur réelle. Et si ce n'est que ma valeur réelle de mon service soit supérieure, limite. Et alors, effectivement, quand j'essaie de me concentrer sur l'expérience du coaché, de l'élève, de la personne, et pour utiliser des termes qu'on peut utiliser en marketing et en communication, j'essaie de me synchroniser au mieux sur la personne, sur ses besoins du moment. J'ai souvent envie de dire que je fais de la nanotechnologie de coaching, c'est-à-dire que je me synchronise sur son niveau d'énergie, son humeur et ses besoins du moment. Je pars pas avec une méthode prédéfinie. Et donc ça, c'était pas pour parler de ma méthode et de mon approche, mais voilà, je résume. Et en fait, je leur fais oublier qui je suis pour vraiment se concentrer sur leur expérience à eux et leurs besoins. Mais tu sais, je suis capable de changer. Souvent, je le fais. Je change totalement des fois le programme en cours de séance en fonction de comment ils réagissent. J'essaie de lire leurs mouvements et leurs expressions pour pouvoir faire que chaque cours soit vraiment à part, tu vois. Et en concernant ça, tu sais, là, on a parlé de l'acquisition. Donc, j'ai envie de dire, le client, la personne qui achète quelque chose. Mais je ne sais pas si on en parle souvent, mais en tout cas, dans l'autre sens, c'est-à-dire le vendeur ou la personne qui fait son service aussi a une perception de valeur de la personne à qui il vend ou alors de la personne pour qui il effectue le service. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça retourne un petit peu la perception des choses. Là, on ne tombe plus dans la valeur. Parce qu'au final, au bout d'un moment, bah, tu as la personne, une fois que tu lui as vendu plusieurs fois le même service, pour la fidéliser, tu dois tomber dans autre chose. Tu vois? Et ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle t'apporte autre que de l'argent? Tu vois? Parce que pour fidéliser, pour pouvoir avoir envie le même engouement de répéter la même expérience et la même qualité tout le temps, il faut que tu aies une autre motivation et que tu trouves quelque chose chez elle, une autre valeur. Et donc, cette valeur-là, c'est cette communication. Donc, je retombe en effet un peu miroir sur ce que Dao disait, c'est-à-dire que l'histoire que le client va m'apporter à travers son cours m'intéresse plus même que le résultat. Alors là dans cette notion-là, c'est vraiment on voit la notion bilatérale du système, c'est-à-dire que
la personne va porter de la valeur sur petit 1, le coach, mais qui au fur et à mesure s'efface pour donner de la valeur à l'expérience vécue entre le coach et le coaché, c'est-à-dire un élément qui devient objet à ce moment-là. Et au travers de ça, le coach, s'il reste sur l'objet qu'il propose, je te propose des cours de qualité, ce qui est quelque chose de demandé, mais le cours de qualité ne voudra pas dire le cours de qualité pour toi. Donc l'objet doit être peaufiné. Bah là, on peut revenir sur les notions de sabre, de couteau, c'est-à-dire qu'il va y avoir une expertise d'adaptation à un moment donné pour donner une forme qui va convenir. Si tu prends un couteau court ou un couteau long, un couteau arrondi ou pas, en fonction si tu prends des trucs philippins, etc., eh ben, tu vas l'adapter et donc l'expérience de la valeur va se créer au fait qu'il y ait cette interaction et que ce n'est plus toi en tant que tel, ni forcément que l'expertise technique, mais l'expérience perçue et vécue. Et en plus, toi, tu vas donner à ce moment-là une valeur spécifique et unique à ton coaché. Et comme tu as dit, c'était marrant parce que tu as dit à ton client, coaché et personne. C'est-à-dire que petit à petit, ne serait-ce que dans ta sémantique, tu as toi-même amené à une humanisation et pas à une notion qui est bah, tu restes un coaché, donc simplement quelqu'un qui va m'apporter de l'argent. Ta dernière notion a été le côté personnel de l'expérience et dès lors, tu vas donner de la valeur à la personne et pas à ce qui représente, à nouveau à ce moment-là, devenir un objet, mais un sujet sur lequel tu vas toi-même tenter de greffer, de synchroniser, mirroring, etc. Ok, cool, intéressant. Eric, qu'est-ce que tu as à rajouter et conclure sur tout ça? Je pense qu'on touche à quelque chose qui revient souvent, paradoxalement, dans beaucoup de conversations que j'ai avec Dao. Enfin, je pense à une que j'ai eue avec Dao, un de ses amis en commun il n'y a pas longtemps, mais aussi des conversations que j'ai avec Johnny ou même avec toi, c'est qu'ils sont que là, on touche au rapport entre la valeur et le sens. C'est-à-dire que le sens, donner, en fait, le sens en lui-même est une valeur rare. Ou en tout cas, pour beaucoup de gens. Sens, s'il te plaît. Tu peux définir en sémantique le sens? Alors, ça va. Alors, le sens, c'est. Alors, je vais. Vous savez quoi? Hop, hop. Plutôt que de vous faire des E pendant 1 heure, j'en ai pour 1 seconde. Hop. Si ça peut bien fonctionner. Tac, tac. Donc, juste, je ne fais pas de pause. Hein. On touche donc à l'arrivée au lien entre sens et valeur. Donc, ce que j'appelle sens, c'est sens au sens de la définition que vous pouvez trouver dans le dictionnaire, que je vais vous lire immédiatement, qui est alors, raison d'être, valeur, finalité de quelque chose, ce qui le justifie et l'explique. Donc, c'est lié au mot valeur, mais ce que j'entends par sens, c'est on est en train de trouver une raison d'être. C'est vraiment la partie raison d'être de cette définition qui m'intéresse. C'est-à-dire que pourquoi on dit pourquoi est-ce que Dao devrait se pencher sur pourquoi Dao s'intéresse, quelle est la raison pour laquelle Dao s'intéresse à l'audiophilie? Parce qu'il y a un mirroring de l'audiophilie et de ce qu'il considère comme étant la raison d'être de vivre, qui est l'optimisation, la multiplicité des le bonheur dans l'observation et la compréhension de la complexité des relations entre les choses, etc. Chez Johnny, ça va être cette capacité à transmettre une passion et un savoir extrêmement riche et complexe dans le domaine qui ont été acquises au terme de très, très, très nombreuses expériences de façon efficace à quelqu'un qui n'a pas nécessairement eu les mêmes opportunités d'acquérir un tel savoir. Et donc, c'est distillé au mieux de façon presque… Et dans les deux cas, on distille un savoir au mieux de façon
ou quelque chose de très complexe, au mieux de façon extrêmement simple. D'accord? C'est Johnny, je sais qu'il a un savoir énorme en ce qui concerne et qu'il est toujours en train de maintenir à la page en ce qui concerne la préparation physique, l'optimisation de son corps, et puis en plus de ça, évidemment, la partie technique et technico-tactique du combat. Il est capable de transmettre ce savoir de façon et d'en faire profiter à quelqu'un sans avoir à lui expliquer absolument tout. Moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez lui, qu'il a cette capacité. Moi, j'ai tendance à asseoir les gens, à leur dire bon, alors maintenant, exposé en 12 parties. Et c'est quoi ce bruit? Et donc, je pense que quand on parle de reflet de valeur, quand on parle de transmission, quand on parle de retranscription de choses, d'émotions au travers du fait de regarder un objet, de l'histoire qu'a l'objet, du son que l'objet retranscrit, du retour qu'on a comme disait d'un client, c'est lié en fait au sens. Et ce qui donne du sens, et en général, ou qui est porteur de sens, c'est en général quelque chose auquel on donne de la valeur. C'est arrivé. D'accord, donc en somme, ce qu'on a pu nommer pendant un moment l'expérience vécue va prendre à un moment donné une direction. Cette direction porte un sens qui va pouvoir faire vivre quelque chose auquel on va estimer qu'il y a une valorisation. Et c'est au travers de cette expérience qui devient un sens pour toi que tu vas mettre de plus en plus de valeur psychique, émotionnel, financier, etc. pour, à un moment donné, obtenir ou investir à nouveau sur quelque chose que tu pourras toujours faire évoluer davantage parce qu'il y a de plus en plus et donc une évolution plus grande dans tout ça. C'est ça? On investit des ressources dans ce à quoi on donne de la valeur ou pour ce à quoi on donne de la valeur. Et je pense que une des forces invisibles une des forces invisibles qui poussent à donner du sens, une qui pousse à donner de la valeur, c'est du sens. D'accord. On va finir là-dessus, les gars. Un micro trop puissant, on entend. On va finir là-dessus. Je vous remercie. Donc, je vous rappelle, ça va être mardi ou mercredi. Je vous proposerai avec Julien un élément qui pourrait vous intéresser, en tout cas qui a été un peu touché par DAO. On pensait à vous proposer un truc un peu comme ça. Au départ, je voulais partir sur de la négociation, puis on partira pas sur de la négo, on a parlé d'autres choses, qui reviendra à cette notion-là. Pour la négociation, c'est la même chose. Pouvoir négocier, c'est l'expérience vécue à un moment donné. On en parlera ultérieurement. Je vous remercie une fois de plus de votre temps, de votre disponibilité. Et puis, je vous dis à très vite.